Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Il y a 3 jours, l'attentat de Trèbes dans l'Aude causait la mort de 4 personnes, parmi lesquelles le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui avait pris délibérément la place d'une otage et qui a trouvé la mort, tué par l'assaillant Radouane Lagdim et terroriste Radouane Lagdim. Alors, 3 jours plus tard, on sait déjà qu'un hommage national sera rendu et l'enquête se concentre sur la question des contacts et des complicités du terroriste, alors que l'on sait que sa compagne était elle aussi fichée S. C'est dans ce contexte que je vous propose de revenir à un colloque qui s'est tenu ce samedi au Sénat et qui portait notamment sur la question du terrorisme en France et sur la question du financement à l'initiative de la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Nathalie Goulet est l'une des spécialistes du terrorisme au Sénat. Elle était notamment à l'initiative de la première commission d'enquête qui s'est tenue sur ce sujet à la Chambre haute et cela déjà plusieurs mois avant même les attentats de Charlie. Tout de suite donc, retour à ce colloque et notamment à une table ronde qui a permis de voir s'exprimer la présidente de la commission de lutte contre le terrorisme au Parlement européen, Nathalie Griesbeck, ainsi que Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Ce colloque était prévu de longue date et je dois dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ouvre maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé hier, bien sûr. Et avant de commencer mon introduction, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour 1 minute de silence pour les victimes d'hier, et notamment Arnaud Beltrame, ainsi que l'ensemble des victimes du terrorisme partout dans le monde. Je crois que ce colloque aujourd'hui leur doit bien cette minute de silence. Je vous remercie de bien vouloir la respecter. Je vous remercie. Hier matin, personne ne connaissait le nom de Arnaud Beltrame. Aujourd'hui, il est devenu le héros d'une France solidaire, d'une France courageuse, d'une France qui s'engage, et aussi de ce que sont nos forces de police et de gendarmerie, c'est-à-dire qui assurent notre défense et notre sécurité. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce colloque était prévu de longue date. Nous allons avoir une première table ronde avec Nathalie Griesbeck, que je remercie, qui a un emploi du temps terriblement chargé, et ce qui se passe aujourd'hui ne va pas l'alléger, puisqu'elle est présidente de la commission qui s'occupe du terrorisme au Parlement européen. Puis nous aurons Éric Mas, je me suis trompée de poste, Cédric Mas, qui pourra nous parler aussi du discours djihadiste. Ensuite, le président Brizard, qu'on ne présente plus, pour lequel je me trompe systématiquement de prénom, donc vous remarquerez que je l'ai soigneusement évité. Jean-Charles, voilà, c'est fait. Jean-Charles Brizard, qui nous parlera aussi de la menace. Puis nous aurons 2 invités exceptionnels qui nous parleront de la lutte contre le financement du terrorisme en Arabie Saoudite. Parce qu'il faut savoir que ce pays qui est porteur de beaucoup de préjugés est en train d'accomplir un travail absolument remarquable en ce qui concerne le contrôle du financement du terrorisme. Et c'est bien, messieurs, je vous remercie d'être venus jusqu'à nous pour pouvoir nous parler. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Nathalie Griesbeck, et qui a des impératifs d'horaire et qui ne pourra pas rester. Donc je vais lui céder la parole. Elle peut parler du pupitre ou de sa place, c'est comme vous voulez. Je pense que nous allons avoir une journée extrêmement riche. Je vous la laisserai découvrir au fur et à mesure que les intervenants arriveront. Et j'espère que tout ça vous intéressera et que vous pourrez
assister à ce colloque dans des conditions de respect mutuel. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être en désaccord, vous pouvez aussi apporter la contradiction. Il y aura évidemment un temps de parole avec la salle au fur et à mesure que nous avancerons dans nos travaux. Voilà, bon colloque et à tout de suite puisque je vais rejoindre le panel. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci tout spécial à Nathalie Goulet d'avoir organisé cette rencontre dans un lieu prestigieux pour notre pays, pour les institutions, dans le cadre de la France, mais aussi dans le cadre européen. Merci de leur présence à tous les invités et les intervenants qui viennent de pays tiers, de pays donc avec lesquels nous coopérons. Vraiment, Nathalie Goulet a eu une idée tout à fait d'actualité, tristement d'actualité, mais c'est une raison supplémentaire pour travailler ensemble à combattre cette menace et ce fléau que constitue le terrorisme sur l'ensemble de la planète, même si celui-ci n'est pas un phénomène nouveau, il constitue aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines et démocratiques une menace extrêmement importante. Je la remercie avec nous tous évidemment d'avoir rappelé la mémoire d'Arnaud Beltrame, donc décédé cette nuit des suites de cet attentat barbare dont notre pays a été l'objet. Et ce matin, c'était très frappant de voir dans tous les médias du monde entier la confrontation de deux visages. Un visage qui était celui de la haine, d'un visage de l'abjection, confronté à côté, sur les mêmes newspapers, du visage de l'héroïsme aujourd'hui, évidemment, d'un héroïsme authentique, et en même temps de visage de fraternité, de solidarité, puisque Arnaud Beltrame, comme chacun le sait aujourd'hui et partout dans le monde, a proposé, a négocié en fait d'échanger la place d'une femme dans ce supermarché avec la sienne, et qu'il y a donc perdu la vie. Et sans doute aussi peut-être permis d'en sauver d'autres en dehors de la vie de cette femme contre laquelle il a été échangé dans la négociation avec ce terroriste et cet individu qui est un assassin. La menace aujourd'hui, et je remercie donc Nathalie d'avoir convié en fait des voix aussi pas seulement franco-françaises ou avec des pays tiers, mais d'avoir convié à cette tribune la voix de l'Union européenne. Tout simplement parce que la menace est non seulement aujourd'hui très réellement transnationale, elle est globale, elle est diffuse, elle est polymorphe et elle nous conforte dans le sentiment qui est partagé par nos concitoyens, que nous vivons dans un monde extrêmement complexe, bien sûr, mais dans un monde aussi extrêmement dangereux et fragile, même si, évidemment, ce monde a des facettes extraordinaires. Il y a à la fois du merveilleux et de l'abjection totale. Donc cette menace globale, elle appelle de la part des États, des institutions et de la société tout entière une demande de sécurité organisée. J'en veux pour preuve les différents sondages d'opinion qui se sont succédés ces derniers mois et qui, pour notre pays, la France, a amené à mettre en première position, alors que ça n'était pas le cas depuis plus d'une décennie, à mettre en première position de la part de nos concitoyens une demande de sécurité renforcée, évidemment par rapport au terrorisme. L'action doit être nécessairement conjuguée. Je veux, avant d'entrer un tout petit peu dans les détails et sans doute ouvrir après les interventions des collègues, souligner que tous les jours, les services de renseignement, à la fois dans notre pays, mais avec les pays amis, les pays membres aussi de l'Union européenne, mais aussi avec des pays tiers, tous les jours, les services de renseignement aboutissent à remonter des filières, à déjouer des tentatives donc d'attentats, à donc diminuer
dans un certain nombre de cas, le caractère très important et très grave de la menace. Je veux le repréciser, c'est très important de le faire dans un lieu comme celui-ci, qui représente une parole publique. Mais en même temps, cette menace, l'exemple dramatique et tragique qui a affecté notre pays hier, est une menace qui n'est plus seulement, ou qui n'est pas seulement exogène, mais qui est très fortement endogène et qui pose toute une série, évidemment, de questions supplémentaires, de questions très subtiles, puisque, en étant endogène, évidemment, elle s'organise dans le tissu de la société, dans les villes, dans les quartiers, pas seulement dans les capitales, mais dans tous les endroits donc, qui sont fréquentés, qui sont des endroits publics et ordinaires pour nos concitoyens. Alors, que faire en Europe? Évidemment, la première des réponses, c'est d'imaginer de conjuguer nos efforts, de partager nos informations, de créer des outils avec des normes minimales et de tenir compte des expériences réussies comme donc des pratiques qui peuvent permettre d'aboutir à renforcer le partage des compétences. Alors, dans ce débat, sans entrer trop longuement sur le sujet, la compétence de sécurité appartient donc aux fonctions régaliennes des États membres, mais le traité de l'Union européenne prévoit que dans l'espace de sécurité, de liberté et de justice, qui est celui dans lequel se meuvent le demi-milliard de citoyens que nous sommes, il y a donc des compétences partagées entre les États membres et le niveau européen. Bien sûr, il y a une nécessité de le faire, mais ensuite il faut voir comment répondre à cette menace globale et cette demande de sécurité des États, où les États membres sont en première ligne en termes de sécurité intérieure. Donc même si les compétences sont partagées, tout en soulignant bien sûr que si je reprends l'exemple de cet individu qui a commis cet attentat hier, et cette nécessité d'avoir un maillage territorial serré, on est contraint évidemment dans chaque situation d'attentat à examiner les parcours de ces individus, les signes. Cet individu d'hier était fiché S, mais comme vous le savez sans doute aussi, il a été donc une première fois arrêté pour violence en 2010, puis pour possession d'armes, puis en 2014 ou 2015, la date m'échappe, mais elle est très proche, pour trafic de stupéfiants. Et enfin encore une dernière fois avec une peine d'emprisonnement pour détention d'armes. Tous ces éléments appellent évidemment au plan à la fois de notre pays mais au plan européen aussi à travailler la réponse pénale, la réponse en termes de normes minimales dans la poursuite pénale de ce type d'individus. Et peut-être, mais ce seront les spécialistes qui s'exprimeront là-dessus. Pour moi, en tant que député président de la commission de lutte contre le terrorisme au plan européen, ma mission consiste à essayer de faire travailler ensemble et partager les expériences. Donc, sans doute, à imaginer des modifications des procédures pénales et peut-être de travailler sur l'organisation du fichier. Le fichier qui recense les individus classés S dans notre pays est un fichier qui comprend 19 000 noms, 12 000 noms de fichiers S plus sensibles, mais on voit bien, et ils le diront sans doute, qu'il est impossible d'imaginer d'avoir des équipes de minimum 8 à 10 personnels de police pour suivre chaque individu de ces 12 000 noms. Je pense qu'à partir du problème, il y a un travail à faire sur le fichier. Quelqu'un comme cet individu d'hier, qui a été 4 fois donc poursuivi et
soumis à des peines d'emprisonnement constitue une menace plus importante que d'autres, même si dans son voisinage, à partir des témoignages que nous avons recueillis depuis hier, on s'aperçoit que le matin, il emmenait sa petite sœur à l'école et qu'il était capable, dans l'après-midi, de porter le panier de sa mère, qui était très souriante dans son quartier. Il faut sortir du monde des bisounours et réfléchir à l'éphéméride complet de ces personnes qui, de manière endogène, constituent en dehors de la menace exogène, de dangereux criminels pour notre collectivité et pour, évidemment, c'est à mes yeux, mais peut-être que ça sera contesté, la cible que constituent ces attaques terroristes, c'est-à-dire briser les valeurs qui sont celles de liberté et des démocraties contemporaines. Donc, c'est une remarque préliminaire pour aborder à présent le rôle plus particulier de l'Union européenne. Et le point sur les sources de financement. Cette commission spéciale, elle a été créée à l'automne 2017. C'est une commission qui rassemble évidemment différentes nationalités et qui cherche à travailler ensemble pour examiner les instruments existants, pour déterminer les bonnes pratiques, voire les déficiences, et pour travailler à l'efficacité d'une meilleure coopération, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Parce que, je reviens sur cet individu d'hier, les 4 étapes que nous connaissons, même si on n'arrive pas, en tous les cas pour ma part, j'ai pas réussi depuis hier à définir très clairement où il était né. Il semble qu'il soit né au Maroc et qu'il soit franco-marocain. On a tous les sons de cloche là-dessus. Ça pose aussi des questions par catégorie, évidemment, de défense de nos sociétés démocratiques par rapport à ce phénomène. Mais je veux ajouter là que derrière ces infractions et ces délits qu'il a commis, évidemment, il va de soi que la criminalité organisée est l'une des facettes du terrorisme aujourd'hui et des attentats terroristes. Les attentats terroristes utilisent exactement aujourd'hui les moyens qu'ils ont empruntés, qu'ils ont copiés, qu'ils ont pris sur le modèle de la criminalité organisée. Lutte traite des êtres humains, trafic de drogue, blanchiment d'argent et tutti quanti. Alors, au plan européen, pour lutter efficacement contre le terrorisme, évidemment, nous n'avons pas inventé la pierre philosophale, en considérant que tarir les sources du financement des terroristes était l'un des éléments à mettre tout en haut de l'agenda. Là aussi, donc, l'Union européenne souhaite limiter le recours le plus possible aux mouvements illicites d'argent, au blanchiment de capitaux, ce qui s'inscrit dans les objectifs de renforcer la sécurité telle qu'elle est exprimée par nos concitoyens. En février 2016, la Commission a proposé un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, qui s'articule d'ailleurs autour de 2 grands axes principaux. Traquer les terroristes en surveillant les mouvements financiers et en empêchant de transférer des fonds ou d'autres avoirs, et puis déstabiliser, c'est-à-dire briser le fonctionnement en déstabilisant les sources de revenus qui sont utilisées par les organisations terroristes, en s'attaquant à leur capacité à lever des fonds via la lutte contre le trafic illicite, le trafic aussi des biens culturels, qui est une des dimensions qui est prise en compte aujourd'hui au plan de la législation communautaire. Alors, un paquet financement de criminalité dans le jargon de l'Union européenne, on a appelé ça un paquet pour respecter les engagements tels qu'ils ont été pris dans le plan d'action pour renforcer la capacité de l'Union à combattre ensemble et surtout de manière efficace et cohérente ce type de criminalité organisée. Alors d'abord en érigeant le blanchiment de capitaux en infraction pénale.
Deuxièmement, en soumettant les mouvements de capitaux importants à des contrôles beaucoup plus serrés et beaucoup plus stricts. Et enfin, en gelant les avoirs et en confisquant les avoirs des biens du crime. Alors, blanchiment de capitaux, pour mémoire, et à la louche, mais c'est déjà extrêmement important. On considère que le produit de l'ensemble des activités criminelles dans le monde est estimé à 2000 milliards de dollars en 2010, c'est-à-dire 3,6% du PIB mondial. Ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Ce sont des sommes absolument astronomiques brassées par les organismes terroristes. Et donc, il est très important de travailler ensemble à empêcher les criminels de planifier leurs activités illégales avec ces moyens. Première directive en 1991. Et en 2005, nouvelle directive anti-blanchiment qui est relative à la prévention et à l'utilisation du système financier en étendant les recommandations au financement du terrorisme à partir des nouveaux standards des GAFI. Au niveau européen, un consensus très ferme émerge clairement à partir de 2005 sur toutes les infractions liées au terrorisme qui doivent être incluses dans cette directive anti-blanchiment. En outre, on demande à tous les États membres de mettre en place une cellule de renseignement financier qu'on appelle le CRF pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cellule centrale qui doit recevoir, qui analyse et qui communique aux autorités compétentes les informations en question. En 2012, on révise cette norme et on l'adapte avec de nouvelles recommandations pour l'aligner sur les normes internationales. L'Union engage là aussi ces adaptations à travers la 4e directive anti-blanchiment adoptée en mai 2015 avec une date de transposition qui a été close en juin 2017. Sans rentrer dans le détail des mesures telles qu'elles sont prévues, cette directive, elle s'adapte, elle propose un outil qui est plus complexe à utiliser, qui consiste à demander aux États membres d'évaluer le risque. Et elle oblige les États membres, elle les invite pas, elle les oblige à procéder à cette évaluation au niveau national. Et en même temps, elle rappelle la coopération, cette fois entre les cellules de renseignement financier, entre les différents États membres. D'une manière générale, elle renforce la transparence, notamment via l'obligation des sociétés de détenir des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, donc l'identité des personnes, les États devant créer des registres centraux qui contiennent ces informations relatives aux bénéficiaires. Donc toujours l'objectif recherché à travers cette adaptation de disposition d'un outil de plus en plus subtil, c'est de réussir à trouver l'identité des personnes pour pouvoir mettre les actions au plan pénal en route à leur encontre. Néanmoins, le contexte des attentats terroristes en 2015, la mise en lumière de l'émergence des nouvelles tendances en matière de financement, amène l'Union à faire le constat des lacunes dans la surveillance des moyens utilisés, avec le commerce des biens culturels, avec le problème, entre guillemets, des monnaies virtuelles et des fameuses cartes prépayées. L'Union va réfléchir à ce moment-là à une nouvelle directive qui prenne en compte ces dernières évolutions. La 5e directive qui est en cours de discussion, qui n'annule pas les précédentes, mais qui adapte, car c'est l'objet de cette traque contre la criminalité terroriste, c'est de réussir à aller un peu plus vite qu'eux. Dans ce combat mortifère. Donc cette 5e directive est en cours de discussion dans les institutions européennes. Elle est en partie entre les mains du commissaire Moscovici qui va venir s'exprimer d'ici quelques jours dans la commission de lutte contre le terrorisme. Et parmi les propositions les plus importantes, se trouve l'inclusion des plateformes de change de monnaie virtuelle dans le champ d'application de la directive à propos du transfert de monnaie virtuelle qui jusqu'à présent, c'est incroyable, ne font l'objet d'aucune règle contraignante.
Donc, c'est un élément extrêmement important. On va aussi, alors ça, évidemment, ça suscite des grincements de dents de la part de nos concitoyens, mais c'est une condition sine qua non dans l'arsenal que nous devons mettre en perspective et articuler les outils les uns par rapport aux autres, c'est l'abaissement des limites maximales de transactions pour les instruments prépayés. C'est compliqué parce que pour un certain nombre de nos concitoyens, c'est le seul moyen de pouvoir communiquer, mais donc on est obligé de passer au tamis ces dispositifs pour renforcer la lutte et la coopération contre le terrorisme. Évidemment, il y a dans cette préparation de la 5e directive anti-blanchiment un renforcement encore une fois des cellules de renseignement financier qui pourraient demander à présent des informations sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi identifier les titulaires des comptes bancaires. Et tout cela avec, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'invités de Nathalie Goulet venant de pays tiers de l'Union européenne, une harmonisation au sein de l'Union européenne à l'égard des pays tiers qui sont considérés comme des pays tiers partenaires mais à haut risque. Donc que retenir de tout cela pour aller vers une conclusion rapide? Que la transparence, la coopération, l'échange d'informations seront constitue l'un des moyens efficaces pour contrer le blanchiment de capitaux qui nuit à nos sociétés, à nos infrastructures, à notre service public et qui porte atteinte aux valeurs fondamentales qui sont les piliers de notre société européenne. Donc en décembre 2016, la Commission a présenté 3 propositions. Je finis sur le cadre juridique des mouvements illicites. Un mot quand même sur le règlement dont je suis le rapporteur, sur le gel et la confiscation des biens du crime, c'est-à-dire donc de prévoir des peines minimales des peines minimales harmonisée entre les États membres en ce qui concerne la poursuite donc en cas d'infraction criminelle au blanchiment d'argent, avec des circonstances aggravantes en cas d'organisation terroriste, avec donc des peines de prison et des sanctions pécuniaires, avec le contrôle d'argent liquide, bien sûr, et donc avec ce règlement, c'est un règlement, pas une directive, ça veut dire d'applicabilité directe, concernant le gel et la confiscation des biens du crime, qui a pour objectif principal dans cette lutte contre cette menace transfrontalière, d'assurer un mécanisme rapide de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation des biens du crime. Ça veut dire que donc dans un État X, on va prendre une décision de confiscation ou une décision de gel des biens du crime. La poursuite donc de l'infraction pourra être immédiate dans un État Y pour le même bien. Voilà, j'ai évoqué le trafic illicite et vraiment pour conclure, enfin, après 40 ans de discussion et 4 ans de négociations, nous sommes parvenus à créer en coopération renforcée un parquet européen. C'est une étape qui était difficile à franchir, comme s'il n'était pas évident d'acquérir cet instrument, mais on se trouve confronté, comme d'habitude, donc à une demande de souveraineté des États membres. Moi, j'appelle de mes voeux, plus que jamais, chaque jour qui passe, d'étendre sa compétence, évidemment, aux crimes terroristes. Voilà, en quelques mots et avec des bottes de 7 lieues, tracer les éléments principaux concernant cet aspect donc de la lutte contre le financement du terrorisme en Europe. Merci. Merci Nathalie Griesbeck d'avoir fait si court, c'est tellement compliqué. On passe aussi sur la diminution, voire la fin des billets de 500 € qu'on appelle le Ben Laden, qui a aussi créé beaucoup d'émoi. Et puis, il faut bien se rendre compte que les progrès les plus importants
que nous avons fait en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est parce qu'on a pu y adosser la question du terrorisme, car les méthodes, les moyens et les circuits sont les mêmes pour le terrorisme et pour la délinquance financière. C'est exactement les mêmes. D'autant qu'on a en plus à faire face à ce qu'on appelle le terrorisme low cost. Vous imaginez que le terroriste d'hier n'a pas dépensé beaucoup d'argent. On n'est pas du tout dans la magnitude du World Trade Center. Le Bataclan, c'est 8 000 €. Charlie, c'est 5 000 €. C'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Donc, malheureusement, une grande partie de la population va se retrouver pénalisée parce qu'on doit surveiller une poignée de délinquants. On a besoin aujourd'hui de plus d'Europe. Et je crois que c'est une chance d'avoir eu Nathalie Griesbeck aujourd'hui parce qu'elle n'est pas très facile à avoir à une conférence parce qu'elle elle est très demandée et en plus l'Europe est évidemment notre partenaire essentiel. Donc merci beaucoup. Je vais passer la parole à Cédric Masse et pour 7 minutes, paraît-il, montre en main. Je vous remercie, Madame la sénatrice. En effet, il y a des impératifs. Une intervention importante doit survenir à 14h30, donc je vais essayer de tenir un timing. On prendra la suite. On pourra reprendre la suite éventuellement, bien évidemment. L'idée de mon intervention, c'est de parler de l'utilisation que font certains groupes djihadistes, dont l'État islamique, de la propagande comme moyen d'action opérationnelle et tactique, et donc de replacer dans le contexte cette propagande. L'idée essentielle étant que quand on analyse sur le temps long les évolutions sous-jacentes aux usages que font ces groupes de la propagande aujourd'hui, il sera peut-être plus facile de construire une contre-propagande, de construire des stratégies permettant de contrer ces effets qui sont aujourd'hui tangibles. Nous l'avons encore vu, malheureusement, ce matin, sous réserve des résultats de l'enquête. Alors, historiquement, la propagande de guerre, puisqu'une propagande, tout belligérant, tout groupe humain en guerre va utiliser la propagande, il y a 3 fonctions historiques de la propagande. D'abord, soutenir le moral de ses combattants et de ses populations, altérer, atteindre le moral de la population et des combattants ennemis, et essayer d'enrôler, de convaincre de la légitimité de sa position et de sa lutte, les neutres ou les tiers qui observent le combat. Ces 3 fonctions de la propagande, on les connaît depuis l'Antiquité. C'est pas pour ça que vous êtes venus cet après-midi. La nouveauté, qui est une évolution, qui date déjà de l'époque des penseurs du djihad, qui ont apporté les fondamentaux et les réflexions qui ont amené la création d'Al-Qaïda puis de l'État islamique, c'est d'utiliser réellement la propagande comme moyen de déclencher des opérations, comme moyen de causer des pertes directes au sein des zones et des populations considérées comme ennemies. Et ça, c'est vraiment un aspect nouveau. Quand les bombardiers alliés ou allemands distribuent des tracts, lâchent des tracts au milieu de bombes dans les zones qui sont bombardées, ils n'attendent pas à ce que des citoyens britanniques pour les Allemands ou allemands pour les Alliés se mettent à attaquer les forces ennemies. Ce n'est pas le cas. Donc il y a une vraie mutation de l'utilisation de la propagande qui doit nous poser question. Parce que c'est vraiment l'élément moteur qui nécessite aujourd'hui une réponse globale et qui explique ce constat qui n'est pas un constat d'impuissance, mais qui est un constat de nécessité de réfléchir différemment à l'engagement de nos moyens. Alors pourquoi est-ce que les penseurs et stratèges djihadistes ont à un moment donné utilisé cette propagande? Il y a à mon sens, à notre sens, à l'Institut Action Résilience, la conjonction de 2 phénomènes. D'abord, des moyens de diffusion de l'information et de communication qui se sont largement développés. Mais il y a aussi une réflexion stratégique qui est de la propagande est ainsi un moyen de porter le combat dans des terres considérées comme ennemies pour globaliser la lutte, diviser les forces, éloigner les forts des sanctuaires territoriaux, offrir un soulagement, entre guillemets, moral aux populations et à ses propres combattants et sympathisants. Comment cela a-t-il pu être fait? D'abord, l'usage des nouveaux moyens, y compris les plus modernes, de communication, pour porter cette propagande et la rendre effective. Mais également, la conception de la propagande a été différente, puisqu'il s'agit désormais d'un discours qui est à la fois nécessaire pour enrôler les personnes, mais également leur donner des instructions, y compris des modes opératoires. Aujourd'hui, vous avez une propagande qui vous donne
quasiment à un terrorisme do-it-yourself, en open source, homemade. Le recrutement, le guidage à distance, par des messages à la fois généraux mais aussi efficaces, a permis d'actionner, entre guillemets, des individus qui sont rarement isolés, hein, le mythe du le solitaire, je n'y reviendrai pas, d'actionner pour les mettre en action et les amener à mener des attaques directement dans le pays. Quelque part, on pourrait comparer l'utilisation que font aujourd'hui ces groupes djihadistes de la propagande à une capacité de porter le feu directement dans les territoires ennemis, donc comme une arme à distance, comme nous pourrions nous utiliser des missiles de croisière ou des drones. C'est l'équivalent, c'est une réponse à la hauteur de leurs moyens et de leur réflexion. Enfin, cela permet, au-delà de l'enrôlement dans la lutte de groupes extérieurs, d'enrôler réellement les individus. Et là, il y a un changement de spectre. On a parlé pendant longtemps d'un terrorisme local, c'est-à-dire l'enrôlement de groupes locaux qui étaient dans l'extrémisme violent au sein d'une lutte plus globale. C'était un petit peu la stratégie adoptée un certain temps par Al-Qaïda, qui distribuait des allégeances et des franchises en utilisant un petit peu les moyens locaux. Mais aujourd'hui, on enrôle des individus eux-mêmes, leur parcours et leur propre questionnement, leur propre quête, leur propre colère, et on arrive à les enrôler dans cette lutte, à les intégrer dans une stratégie qui est définie par des groupes qui sont parfois éloignés et parfois avec lesquels les 10 individus n'ont eu aucun contact autre que virtuel. Ça nécessite une connaissance fine des sociétés ciblées, des lignes de faille, des moyens et des leviers sur lesquels on peut appuyer pour permettre à des individus de plonger, de basculer dans le passage à l'acte terroriste à cette fin. Alors, récupération des luttes et des colères locales, des groupes, mais aussi au niveau individuel. On le constate quand on observe, nous avons un monitoring assez précis de la communication de propagande de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Donc il y a une évolution, par exemple, c'est-à-dire le maintien coûte que coûte d'une activité de propagande. Et donc on constate que fin 2017, compte tenu des défaites subies dans les sanctuaires, la propagande avait évolué. Il y avait une hausse des communiqués, puisque nous distinguons les moyens de propagande frugaux, des simples communiqués, des simples encarts qui sont publiés sur les réseaux sociaux, des moyens qui nécessitent des structures plus complexes de propagande, par exemple les vidéos plus construites, les reportages photos, mais surtout les vidéos. Et là, on constate qu'une baisse importante des vidéos fin 2017, mais qui est revenue à un niveau important au regard de la menace à partir de 2018, puisque nous avons, quand on distingue, quand on compare la semaine 50 de 2017, donc l'avant-dernière semaine de l'année 2017, nous avions 76 communiqués entre Hamac et EI, juste sur la propagande de l'État islamique. La semaine 8 de 2018, nous sommes à 45, donc moitié moins de communiqués, mais on a 3 fois plus de vidéos, puisque nous avions 2 vidéos seulement la dernière semaine, la semaine 50, pardon, sur la même semaine, et en semaine 8, nous en sommes à 8 vidéos, outre une augmentation des reportages. Alors, cet élément montre que le risque demeure le même. Que faire face à cette utilisation nouvelle de la propagande comme moyen d'action tactique et opérationnelle? À notre sens, il y a 2 niveaux de lutte. Le premier niveau, qui est le plus évident, le plus simple, mais qui ne sera pas suffisant en lui-même, c'est la lutte technique. Bloquer les moyens de diffusion de ces vidéos, de ces moyens de propagande, renforcer les moyens d'interception et de surveillance. Et puis il y a un deuxième niveau de lutte, c'est celui sur lequel nous sommes attendus, parce que c'est là réellement que l'on pourra traiter le fond, parce que comme le disait justement l'intervention précédente, on ne peut pas mettre 8 policiers auprès de chaque personne dans les fichiers. En revanche, si nous pouvons altérer l'efficience des messages qui sont diffusés et qui amènent ces personnes éventuellement à passer à l'acte, eh bien là, nous ferons l'économie de ces moyens-là et nous diminuerons la menace substantiellement. Donc c'est une lutte de contre-propagande, à la fois générique mais aussi ciblée, pour se battre sur le même terrain que celui des djihadistes, c'est-à-dire celui des esprits et des parcours individuels aujourd'hui. Donc, lorsque le cher Abou Bassir, dans Inspire numéro 7, nous dit que le djihad médiatique est la moitié du djihad, eh bien, le contre-djihad, c'est-à-dire la contre-terrorisme aujourd'hui face au phénomène djihadiste, doit aussi être, au moins pour moitié, dans le contre-discours. Je vous remercie. Alors, 2 félicitations, une pour le fond et une pour le temps.
C'est tout à fait remarquable. J'ai pas eu besoin d'utiliser ma petite sonnette. En ce qui concerne quand même, ce sera intéressant tout à l'heure quand on aura l'explication d'Etidal, notamment, qui est ce centre saoudien et la façon dont ils étudient les messages de haine. Et je pense que vous allez trouver là un complément de votre activité, évidemment avec des moyens et des techniques que nous n'avons pas et que eux ont. Et pour avoir visité le centre, et je vous encourage à le faire, c'est quand même extrêmement impressionnant. Parce que le contre-discours se rédige là-bas dans les mêmes termes, la même calligraphie, les mêmes images que la propagande. Et donc, c'est un copier-coller avec le bon discours à la place du mauvais. Et c'est extrêmement impressionnant. Vous pourrez dire à Monsieur Nasser que je suis un bon ambassadeur de Etidal. Franchement, merci beaucoup. J'hésite. On va prendre quelques questions dans la salle, puisqu'on m'a annoncé une intervention à 14h30. Donc, je voudrais pas couper la parole de notre ami Jean-Charles Brizard. Donc, je vais vous proposer de prendre une ou deux questions, si vous voulez bien, si j'ai un micro-baladeur quelque part et quelqu'un pour le porter. Est-ce que j'ai un micro-baladeur? Oui, j'en ai un. Très bien. Faut l'activer? Oui, je fais ça marche. Ah, mais c'est vous qui faites la jeune fille de la maison, mais c'est formidable. On fait de l'artisanat sénatorial aujourd'hui, ça continue. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le financement? C'est quand même intéressant, monsieur, je vous en prie. Essayez de vous traduire. Alors, si c'est l'anglais, on peut. Si c'est arabe, il faudra demander. Salam alaikum. Je suis Mohamed El Arab, journaliste égyptien. Je suis Mohamed El Arab, journaliste égyptien. Wait. Sorry? No, I need the headset. Headphones. Okay. Bon. Do it yourself. Vous voyez, vous trouvez qu'on a trop d'assistants au Sénat, vous voyez que c'est pas vrai que dans le cas. Ouais, ça y est, les autres arrivent. Please do. Excuse me. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis Mohamed El Arab, journaliste égyptien. Je travaille dans des zones de conflit depuis 25 ans. J'ai couvert l'Afghanistan, le Pakistan, Gaza, l'Irak, la Somalie et plus récemment et dernièrement le Yémen. Nous condamnons l'acte terroriste qui s'est déroulé en France hier et nous allons raconter à nos enfants l'héroïsme de ce gendarme français. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait avoir de votre part autant de condamnation et de solidarité vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie et au Yémen de la part de milices soutenues par l'Iran? Lorsqu'on nous demande de participer à la condamnation des actes perpétrés en France, et nous condamnons d'ailleurs ces actes, nous vous demandons de condamner de votre part les actes perpétrés par ces milices soutenues par l'Iran en Syrie, en Irak et au Yémen. Nous sommes tous partenaires dans la lutte contre le terrorisme et nous vous demandons d'adopter la même position que nous adoptons nous. La réaction française n'a pas été claire et nette vis-à-vis de la menace posée par l'Iran, vis-à-vis de la menace nucléaire de l'Iran. Qu'est-ce que nous allons devenir si l'Iran venait à posséder un jour la bombe atomique? Nous attendons une réponse de votre part.
Écoutez, je vais simplement vous demander d'attendre l'intervention d'abord de son Excellence l'ambassadeur du Yémen, ensuite de Monsieur son Excellence Ashraf Rifi, qui au Liban à Tripoli connaît assez bien la question, et enfin de notre ami Romain Caillet qui parlera du djihadisme chiite. Je pense que vous aurez à la fin de la deuxième table ronde l'ensemble des réponses à vos questions, et je ne crois pas du tout que le gouvernement français ni qu'aucun gouvernement européen n'ait jamais été dupe des problèmes et sous-estime ce qui peut se passer dans le monde, en Afghanistan ou ailleurs. C'est précisément l'Afghanistan en ce moment qui attire notre attention comme base de repli des soldats terroristes défaits de Daesh en Syrie et en Irak qui se replient en ce moment en Afghanistan. Et donc tous les pays qui sont autour de l'Afghanistan, y compris ceux d'Asie centrale, font l'objet aujourd'hui de toute notre attention. Donc je crois que votre préoccupation me semble partagée. Merci beaucoup. Je suis M. Traoré de l'ambassade du Mali. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir organisé ce colloque sur une thématique d'actualité. On a commencé par une minute de silence, comme quoi les événements de tous les jours nous rattrapent. Alors, je voudrais aussi remercier les deux panélistes pour cette présentation. J'ai bien compris que c'est une approche globale de la lutte contre le terrorisme qu'il faut avoir. J'ai sincèrement beaucoup aimé l'approche de notre deuxième présentateur par rapport à la déconstruction de la propagande terroriste. Je crois que c'est essentiellement important. Il faudrait qu'on mette l'accent sur ça. Nous, au niveau du Mali, on d'une riposte idéologique. En fait, je comprends que si vous avez rappelé que pour certaines actions, il ne sait pas beaucoup d'argent qu'on met dans ces choses. Alors si on continue à attirer un certain nombre de jeunes, c'est parce que j'estime que jusqu'à présent, les messages, la portée idéologique du combat de ce qu'on appelle le djihad, que les spécialistes peut-être qui sont dans la salle ici nous disent que ce n'est pas du djihad. Donc je crois qu'essentiellement, il faut être en mesure de déconstruire cette idéologie-là qui est en train d'être portée au nom d'une religion, au nom de l'islam. Et les spécialistes nous disent que ce n'est pas ça. Et donc, il faudrait qu'on puisse trouver le moyen d'amener les gens à ne pas adhérer à cette idéologie. En fait, j'ai comme l'impression que tant qu'on continue à ne pas être en mesure de déconstruire le combat dans la tête de ces jeunes, malheureusement, on continuera à payer vraiment un lourd tribut. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec cette approche-là. Et vous avez dit que ce serait très difficile pour les États. Je ne comprends pas pourquoi, au niveau des États, nous ne puissions pas être en mesure d'avoir une réglementation qui bloque ces messages de haine qui sont en train d'envahir les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est la difficulté majeure pour ne pas être en mesure? Je suis d'accord qu'il faut porter la riposte, mais pourquoi on ne parvient pas à bloquer ces réseaux de haine, ces messages destructeurs? Merci beaucoup. Alors il y aurait une réponse très longue parce qu'en effet, il y a plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est que vous mettez en effet l'accent sur le contre-discours et la contre-propagande religieuse, mais il faut bien comprendre que pour que cette propagande produise les effets que les groupes djihadistes qui l'utilisent désirent, il faut qu'elle soit construite en utilisant, je l'ai dit, les failles et une connaissance fine des sociétés, et donc qui utilise bien plus de leviers que simplement le discours religieux en lui-même. Donc en effet, de répondre par une contre-propagande exclusivement destinée à contrer les arguments religieux ou à combler le besoin d'absolu qui anime certaines des personnes qui vont basculer éventuellement, ou être en risque de basculer sur l'extrémisme violent. À mon sens, ce n'est pas suffisant. Il y aura encore des trous dans la raquette. Donc il va falloir faire une réponse plus globale. Donc ça, c'est la première chose. Donc le contre-discours religieux est important, il est même stratégique, mais il ne sera pas suffisant à lui seul. Il va falloir combattre aussi les autres éléments de discours. Il faut bien comprendre qu'une des limites
de ces moyens tels qu'il est utilisé aujourd'hui. Si vous voulez, si la propagande de l'État islamique insiste autant sur les loups solitaires, c'est pas parce que ça existe, c'est parce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitent créer. Or, ils n'y arrivent pas. La plupart du temps, il y a encore besoin d'interactions individuelles, de recrutement. Ils ont des cellules à l'époque pour avoir des interactions avec les personnes auxquelles progressivement, après les avoir attirées par des réseaux et des moyens collectifs et publics, ils attiraient dans des conversations plus privées pour essayer de les travailler, et de travailler les individus avec des analyses, avec des profilages psychologiques de ces personnes-là. Donc, il y a encore ce besoin-là. Donc, la propagande n'est pas totalement le seul moyen d'actionner, mais c'est un levier très fort. Par rapport à votre deuxième partie de votre question sur comment se fait-il que nous n'ayons pas les moyens de bloquer tout cela, alors il faut bien comprendre que bloquer techniquement un message, ce n'est pas nécessairement une réponse satisfaisante du simple point de vue. Je ne parle même pas de nos libertés et droits fondamentaux, c'est déjà important, mais c'est un petit peu évidemment, mais au-delà de cet aspect-là, parce qu'a priori pour certains c'est plus un argument malheureusement, déjà être conforme à nos valeurs, mais surtout si nous ne sommes pas capables de répondre à un discours sans fermer les émetteurs de ce discours, c'est un aveu de faiblesse aussi quelque part. Il est quand même sidérant que nous nous limitions qu'à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, bien évidemment. Mais je pense qu'à un moment donné, il est nécessaire aussi de trouver les leviers et les clés pour bloquer les différentes étapes qui sont complexes, qui ne sont jamais irréversibles, qui ne sont jamais irrésistibles, qui ne sont jamais absolues, qui mènent jusqu'au passage à l'acte violent. Alors sur cette même question du blocage des sites, parce que c'est quand même ça que vous demandez, bon, d'abord on est dans un état de droit. Et dans cette maison, permettez-moi de vous dire qu'on y fait quand même si on va bientôt plus pouvoir amender et pas pouvoir beaucoup discuter, on a quand même quelques obligations, on a quand même une CNIL, une commission informatique et liberté, et vous avez surtout un léger problème que je vais vous soumettre immédiatement, c'est que techniquement les choses sont extrêmement compliquées et que vous allez regarder la dernière table ronde, et je vais encore vous parler des TIDAL, et la façon dont on peut suivre les messages et les retirer, plutôt que de bloquer les sites, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous bloquez un site à 9h du matin, à 9h05, le message passera ailleurs. Je veux dire, couper Internet, c'est simplement arrêter le vent. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. C'est contre-productif et en plus, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel a plusieurs fois répondu aux législateurs qui voulaient avoir des mesures extrêmement sévères. Alors il y a un discours de lutte contre le discours de haine sur Internet et il y a des mesures qui sont prises. Madame Domenac nous expliquera tout à l'heure au niveau du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation le travail qui est fait. Et puis Edaya, que vous entendrez aussi tout à l'heure, qui est un centre basé aux Émirats, construit aussi ce type de programme. Nous y travaillons tous, l'Union européenne aussi. Mais l'État islamique a beau avoir perdu sur le terrain, elle n'a pas perdu encore, l'État islamique n'a pas perdu au niveau de l'idéologie. Donc je crois qu'on a un très très gros travail à faire et franchement, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans un état de droit, considérer qu'il faille bloquer les sites. Je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en revanche, il y a un travail de prévention à faire et je pense qu'on nous expliquera que le récent plan qui a été annoncé prend en compte de façon magistrale et majeure cette question de la prévention qui jusqu'à maintenant n'avait pas été au cœur des dispositifs pour une raison très simple, c'est qu'on était dans l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes confronté à Charlie, une fois que vous êtes confronté à l'hypercachère, une fois que vous êtes confronté au Bataclan, une fois que vous êtes confronté à Nice et à toutes les horreurs qui se sont passées sur notre territoire et ailleurs dans le monde, vous êtes d'abord en termes de répression et en termes de législation criminelle. Parce que notre arsenal juridique n'était absolument pas à la hauteur des enjeux de sécurité. Et notre arsenal de sécurité n'était pas non plus à la hauteur. Et moi, j'attends avec impatience que nos amis européens contribuent financièrement à nos efforts en matière d'opérations extérieures. Parce que vous qui êtes au Mali, vous savez très bien le rôle de la France au Sahel. Et il serait un peu temps, ma chère Nathalie, que nos collègues européens, il y en a quelques-uns dans la salle, contribuent un petit peu
à nos efforts financiers, budgétaires et militaires au Sahel, parce qu'on est quand même très seul. Bon, or, le rôle de la France dans les opérations extérieures, c'est pas seulement pour le Sahel, c'est pour l'ensemble de l'Europe, et je dois dire l'ensemble du monde aussi. Et les zones de turbulence, j'ai vu qu'il venait d'y avoir un attentat en Égypte, les zones de turbulence sont multiples. Et donc, il faut plus d'Europe, plus de méthodes, plus de moyens. Et je pense que chacun des acteurs aujourd'hui ici et ceux qui sont dans la salle y contribuent. Donc le 9 juin, on parlera au même endroit de l'Afrique de l'Ouest. Donc soyez le bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on nous a informé que le type qui a effectué la tuerie d'hier avait un fichier S qu'on lui a enlevé il y a juste quelques mois. Je me demande vraiment comment on enlève un fichier S, un type qui a juste 25 ans, et je ne sais pas comment on croit qu'il... Quel général. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, alors sur cette question, donc l'individu faisait effectivement l'objet d'un signalement de la part d'un service de renseignement. À ce titre, il était fiché S depuis 2014. Il était bien sûr fiché également au fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, autrement appelé FSPRT. Ça veut dire quoi un fichier ? Un fichier, d'abord, c'est une mesure administrative qui n'emporte aucune conséquence judiciaire, bien sûr. Ça n'entrave en rien la liberté de mouvement de l'individu. C'est simplement un marqueur pour les services de renseignement. Marqueur qui sert à quoi ? Qui sert ponctuellement pour les services à évaluer la dangerosité des individus. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit très justement par Mme Grisbeck, on n'a pas la capacité dans notre pays et dans aucun autre pays dans le monde de surveiller l'ensemble des individus potentiellement dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On s'assure régulièrement, on évalue régulièrement la dangerosité d'un individu. C'est-à-dire qu'on va le suivre pendant une période de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. On va appliquer sur lui des interceptions électroniques, téléphoniques. On va le suivre physiquement, des filatures. On va sonoriser éventuellement ses véhicules, ses logements, etc. pour s'assurer et essayer d'évaluer sa dangerosité. Si au terme de cette évaluation, il n'y a aucun élément permettant de penser que l'individu va passer à l'acte, à un projet d'attentat, est inséré dans un réseau terroriste, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réaffecter les moyens qu'on avait affectés à cette personne à des cibles, des objectifs, comme on le dit dans les services de renseignement, prioritaires. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour cet individu. Donc, si vous voulez, bien sûr, on peut, a posteriori, on peut dire il était fiché, bien sûr, et donc on l'a raté, certes, mais en réalité, il y a beaucoup d'individus dans ces fichiers qui ne sont plus suivis de manière effective. Sur les 20 000, le fichier des FSPRT contient aujourd'hui 20 000 noms, il y en a un peu plus de 10 000 qui sont suivis, c'est-à-dire qui constituent des objectifs des services. 4 000 par la DGSI, un peu plus de 4 000 par la DGSI, et le reste par les services territoriaux, des RPP et autres services. Donc ça, ce sont les objectifs prioritaires, dont faisait partie cet individu. Il était, comme on dit, dans le haut du spectre, c'est-à-dire considéré comme parmi les plus dangereux, les plus radicalisés. Mais malheureusement, encore une fois, pour les contraintes que j'ai indiquées, un individu, à un moment T, peut effectivement représenter un danger pour les services. Pardon ? Non mais l'âge importe peu, on a des individus dangereux qui sont bien plus jeunes que lui, l'âge importe peu. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas affecter suffisamment de moyens pour suivre l'ensemble de ces personnes au même moment. On est obligé de faire des choix, de faire un tri, et c'est ce que font tous les jours les services de renseignement. On est dans une matière qui est une matière essentiellement humaine, le renseignement, la sélection, l'évaluation procède d'un processus humain, ça n'est pas quelque chose de scientifique. Et même un scientifique aurait du mal à détecter ceux qui aujourd'hui, et de plus en plus, parce qu'ils sont très nombreux, dissimulent, comme vous le savez, de plus en plus leurs intentions, leurs préparatifs, etc. Voilà. Voilà, je crois qu'on est juste dans les temps pour recevoir le général Assiri qui va venir nous expliquer, faire le point de la situation dans la région. Quel honneur.
Bonjour. Je vais le laisser parler aussi, ou moi je vais le laisser parler, je ne peux pas être en tribune avec un seul. Ça va comme ça? Oui, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de finalement passer à une table suivante. Je ne sais pas si Nathalie Griesbeck aura le temps de rester un peu avec nous, mais je crois que c'est important. Nous allons parler de la situation maintenant au Moyen-Orient et surtout. Le général Assiri va nous parler de la situation globale dans la région. Je vais appeler monsieur l'ambassadeur du Yémen, Wassim Nars et Romain Caillet. Nous allons inverser la suite des tables. Attendez, on va arranger ça. Général, vous avez la parole. Et puis ensuite, nous parlerons du Liban et du Yémen, de la Syrie. Et nous allons essayer d'intégrer Jean-Charles Brizard dans ce dispositif. Donc, Général, vous avez la parole. Je sais que votre temps est précieux et qu'il est compté. Je vous en prie. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Il y a la traduction en anglais, il y a la traduction en arabe, mais si vous parlez en français, ça va aussi. Donc, vous parlez dans la langue de votre choix, Général. Merci, je suis très heureux d'être parmi vous avec cette honorable assemblée qui compte des intellectuels et des personnalités très importantes. Et je suis très heureux d'être au cœur de la démocratie française, donc au Sénat même, qui est une prestigieuse institution. Au nom du gouvernement et du peuple d'Arabie saoudite, je voudrais d'abord exprimer toute notre sympathie et nos condoléances au peuple français après l'attaque terroriste qu'il a frappé hier et aussi l'attaque terroriste qui a eu lieu aujourd'hui en Égypte. Nous voudrions donc exprimer notre sympathie et nos sincères condoléances aux deux peuples. Ceci est une transition naturelle vers notre sujet, le sujet dont nous traitons aujourd'hui, le terrorisme. Le Royaume d'Arabie saoudite, en 2004-2005, a connu les attaques terroristes, mais aussi récemment des attaques terroristes de Daesh, de Al-Qaïda et d'autres groupements terroristes. Et il y a un grand nombre d'États qui ont été victimes aussi de ces opérations terroristes. C'est pour cela que j'entrerai directement dans le vif du sujet, la situation au Proche-Orient et le rôle de l'Arabie saoudite dans le règlement de ces problèmes, en tête desquels figure le terrorisme. Si nous regardons la carte à l'écran, nous constatons d'abord que la région souffre d'instabilité. Pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'une organisation terroriste ou qu'une organisation extrémiste naisse dans une situation stable. En effet, l'instabilité est un terreau fertile pour la naissance de groupements extrémistes et groupements terroristes tels que ceux que nous voyons très actifs au Moyen-Orient. Tous ces groupements, quel que soit leur nom, sont terroristes, sont des milices, des groupes, peu importe, et ils sont tous pareils, qu'ils aient pour nom Daesh ou Al-Qaïda. Les noms diffèrent, mais la méthode est la même.
Dans la région, nous avons d'autres problèmes aussi, le problème de réfugiés et de crise humanitaire qui sont la résultante de l'instabilité et le résultat de naissance des groupements terroristes et des activités terroristes. Ces activités poussent la population à quitter ces villages et leurs régions et à devenir des réfugiés. Et cela pose un nouveau problème. L'instabilité est une question que je traiterai très vite. D'abord, ce qui est sûr, c'est que la situation économique est la cause de cette instabilité dans notre région. Et la situation très, très grave dans notre région n'est pas celle que vous voyez dans vos médias aujourd'hui en Europe. Qu'est-ce qui se passe dans la région aujourd'hui et en Arabie Saoudite, qui fait partie de la région? Je vais parler des menaces et par la suite des défis. Nous avons des menaces exogènes et des menaces endogènes. Donc, nous avons d'abord des groupements terroristes, comme je l'ai dit. Nous avons des groupements terroristes qui ont réussi à contrôler certains États, et d'autres qui essayent, qui tentent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui exercent donc des menaces contre notre population ou nos populations. Commençons par le Liban, pays frère. Là, nous constatons que le Hezbollah contrôle toutes les institutions de l'État au Liban. Et malheureusement, durant les dernières années, cette question a été négligée à tel point que le Hezbollah fait partie du paysage naturel du Liban. Et beaucoup parmi nos amis considèrent que le Hezbollah fait partie du Liban naturellement et qu'il a une aile militaire et une aile politique. À ce moment-là, nous disions à nos amis, traitez avec l'aile politique du Hezbollah. Mais le Hezbollah dit toujours qu'il est soldat dans l'armée de Wilayat al-Faqih. Regardons ensuite la Syrie, pays frère aussi. Là aussi, nous voyons une profusion de milices iraniennes, les Nojaba, Hezbollah et d'autres milices qui tuent tous les jours les fils et les filles du peuple syrien et qui causent l'instabilité en Syrie. Et le but de cela, c'est d'asseoir la Wilayat al-Faqih en Syrie. Nous arrivons à l'Irak à présent. L'Irak aussi a souffert des activités de Daesh, des forces de la mobilisation populaire, du Hezbollah et d'autres milices qui échappent au contrôle de l'État. Nous arrivons aussi toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre, au Bahreïn. Le Bahreïn aussi souffre d'instabilité, souffre d'ingérence extérieure dans ses affaires internes. Nous arrivons à présent au Yémen. Au Yémen, nous assistons à de nouvelles tentatives d'imposer un nouveau modèle copié sur le Hezbollah, qui est la milice des Houthis, qui œuvrent comme le Hezbollah au Yémen pour arriver, en fin de compte, à imposer un état de fait, un fait accompli, et pour que le Yémen devienne un État régi par une milice qui a une allégeance à un État externe ou un État étranger. Nous arrivons maintenant au désert de Sinaï. Là aussi, nous voyons que l'Al-Qaïda est présente et aussi Daesh. Et il y a des opérations terroristes tous les jours. La Libye est devenue la scène terroriste de Boko Haram, de Daesh, de Al-Qaïda, de tous les groupements terroristes. Pourquoi? Parce que nous avons commencé un projet de changement, un programme de changement en Libye, mais nous nous sommes arrêtés au milieu de ce projet et nous n'avons pas pris en compte les intérêts du peuple libyen. Et aujourd'hui, le peuple libyen est en proie à tous ces groupes terroristes. En face de tout cela, nous avons un État
qui est basée sur une idéologie, une stratégie qui est basée sur la wilayat al-Faqih, qui a des visées expansionnistes et tous ces groupes sont liés au projet iranien. Le projet iranien qui a commencé au début des années 80 et dont ont souffert un grand nombre de pays, dont la France. Je parle du projet iranien, donc. Vous savez qu'il y a des journalistes français qui ont été kidnappés au Liban, les Marines, Georges Brahim Abdallah, Anis Nakash, Shapour Bakhtiar. Autant de noms, autant d'opérations que nous avons connues, que j'ai moi-même connues en France. Presque tous les jours, nous avions une nouvelle explosion, une nouvelle attaque. Et donc, ceux qui opéraient sur le terrain sont ceux-là même qui soutiennent le régime iranien. Ceux-là même qui ont commencé à détourner des avions, à organiser et exécuter des attentats contre la population, sont aujourd'hui les leaders de l'Iran. Et le peuple iranien qui subit cette injustice est régi et gouverné par la violence et par la force de l'arme. Et l'Iran et le régime iranien considèrent aujourd'hui que toute personne qui se convertit au chiisme devient un soldat dans l'armée de Wilayat al-Faqih. Je voudrais vous dire que la région aujourd'hui souffre de cette première étape, si j'ose dire, d'épreuve, mais ce phénomène va s'exporter à d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons le Hezbollah qui combat en Syrie, qui tue les Syriens. Nous avons plus de 40 000 soldats professionnels. À la fin de la crise syrienne, où iront tous ces soldats? Est-ce qu'ils vont combattre les Israéliens ou alors ils vont retourner en Europe, en Afrique? On se demande aujourd'hui ce que deviendront ces soldats ou ces miliciens au Yémen. Les combattants qui envoient des missiles contre l'Arabie saoudite à partir du Yémen, 95 missiles qui ont été déjà lancés contre l'Arabie saoudite, eh bien, ces combattants sont des combattants iraniens, où ils le font avec l'appui iranien. Et on ne saurait accepter cette situation sans riposter. Comment faire donc pour faire face à ces défis? Je vais parler de plusieurs défis. D'abord, en Arabie saoudite, nous avons une vision qui se base sur différents axes, dont les plus importants, la lutte contre l'idéologie extrémiste. Et cela, nous en souffrons à l'intérieur même du Royaume d'Arabie saoudite. Deuxième axe, la nécessité de moderniser nos sociétés pour que cette société soit contemporaine, moderne, qui puisse interagir avec la société et la communauté internationale par les moyens les plus modernes. Troisièmement, troisième axe, les réformes économiques. Notre économie devrait se renouveler pour qu'elle puisse s'adapter aux crises et pour qu'elle ne soit plus une économie dépendante du pétrole et des hydrocarbures. En matière de menaces, qu'a fait l'Arabie saoudite pour contrer ces menaces et dans la lutte contre le terrorisme? L'Arabie saoudite est un membre fondateur de la coalition de lutte contre Daesh, aux côtés de 45 autres pays. Vous écoutez l'interprétation? Il y a un problème? Il y a un problème dans l'interprétation? Non, tout va bien. Concernant la coalition internationale de lutte contre le terrorisme, l'Arabie saoudite a eu un rôle pratique et financier aussi dans cette lutte. Aujourd'hui, nous avons atteint véritablement la défaite de Daesh. Nous avons pu obtenir la défaite de Daesh. Par la suite, nous avons créé la coalition islamique de 41 États pour lutter contre le terrorisme. Et là,
nous apportons notre appui sur le plan de la communication, sur le plan de l'idéologie, sur le plan financier. Nous apportons donc notre appui à ces États pour qu'ils luttent contre Daesh. Cette coalition a commencé son travail et les prémices de cette coopération se manifestent par l'appui que nous avons apporté au groupe G5 Sahel, 300 millions d'euros en appui aux États qui traitent ou qui luttent contre Al-Qaïda et Boko Haram dans le Sahel. Au niveau de notre région, nous avons une coalition de 12 États qui œuvrent pour renforcer la légalité du gouvernement du Yémen et renforcer l'état de droit au Yémen. Nous œuvrons aussi avec le gouvernement irakien pour l'instauration de la stabilité en Irak, et cela par le biais du Conseil de coordination irako-saoudien et par le biais de la normalisation des relations, l'ouverture des frontières et aussi un don d'1,5 milliard pour la reconstruction de l'Irak. J'ajoute à cela 500 millions de dollars que nous avons apportés, dont on a fait un don aux Nations Unies pour aider les réfugiés qui ont fui Daesh de l'Irak. Dans notre vision, nous avons pour souci de préserver les pays souverains et indépendants. Quant aux États qui souffrent d'instabilité ou qui ont des problèmes, nous œuvrons pour la réinstauration de la stabilité. C'est ce que nous avons fait à Bahreïn, en Égypte, au Soudan et en Tunisie. Et nous avons œuvré donc pour soutenir ces États pour que ces États ne soient pas ou ne deviennent pas des États faillis. Et vous avez des preuves de cet appui que nous avons apporté à ces États. Nous œuvrons aussi sur le plan international avec la communauté internationale pour réinstaurer la stabilité dans les États qui l'ont perdu, le Yémen, la Libye ou le Sahel, pour donc réinstaurer la stabilité dans ces régions. Tous nos efforts ont un même et un seul objectif: réinstaurer la stabilité, respecter le droit international, coopérer avec les États sur la base de la souveraineté et le respect de la souveraineté de chaque État. Nous ne coopérons pas avec les groupements. Nous coopérons selon la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État et les relations d'État à État, les relations sur un pied d'égalité entre les États. Certains États traitent avec des groupements terroristes pour le trafic illicite de la drogue ou des armes. Quant au Yémen, le Yémen est une question très importante pour l'Arabie saoudite. 29 millions d'habitants, dont une grande partie vit en Arabie saoudite. Nous avons 1400 kilomètres de frontières communes et donc le Yémen fait partie de notre intérêt suprême en Arabie saoudite. Bab el-Mandab, qui est un détroit très important pour le commerce entre l'Occident et l'Orient, constitue 10% du commerce international et 30% du commerce maritime. Donc, il s'agit là aussi d'une région et d'un détroit très important pour la région et pour le monde entier. On ne saurait donc accepter que ce pays soit complètement contrôlé par une milice. On ne peut pas accepter la même mise d'une milice sur ce pays. Donc, nous œuvrons pour renforcer le travail sur le plan politique et l'émissaire des Nations Unies y travaille pour ramener tous les pays autour d'une table de négociation pour préserver et garantir les intérêts de la population du Yémen. Deuxièmement, limiter la crise humanitaire au Yémen par le biais des aides que nous avons apportées et le plan humanitaire global des Nations Unies, dont le coût est de 1,5 milliard de dollars pour appuyer
appuyer et alléger les souffrances du peuple yéménite et pour accueillir les réfugiés yéménites en Arabie saoudite. Troisième axe, restaurer la sécurité et la stabilité dans les régions qui sont contrôlées par le gouvernement yéménite légitime et pousser les milices à accepter de s'asseoir autour de la table de négociation pour parvenir à la stabilité au Yémen. Ce qui est sûr, c'est que les pays de la région, dont l'Arabie saoudite, n'accepteraient pas la naissance d'un nouveau Hezbollah au Yémen. Quel qu'en soit le prix et quel que soit le temps dont nous aurons besoin pour réinstaurer la stabilité au Yémen. Ce pays, le Yémen, peuvent interagir avec la communauté internationale. Il y a un État yéménite qui existe toujours. Les institutions de l'État n'ont pas disparu. Il y a toujours un gouvernement, un chef de gouvernement, il y a des ambassades, il y a des institutions. Donc, si le gouvernement yéménite disparaissait, s'il arrivait à disparaître, nous serions devant un nouveau modèle libyen. Il n'y aura plus d'ambassade, il n'y aura plus d'institutions. Et donc une anarchie totale. C'est pour cela que la coalition déploie tous ses efforts pour stabiliser le Yémen. Al-Qaïda aujourd'hui contrôle l'aéroport et le port de Sanaa et perçoit plus de 100 millions de rials yéménites ou percevait plus de 100 millions de rials yéménites par jour du Yémen. Mais aujourd'hui, nous avons pu bouter ces milices hors des régions qu'elles contrôlaient et nous appuyons le gouvernement et nous essayons de garantir sa cohésion et sa survie. Voilà tout ce que nous déployons comme effort au niveau du Yémen. Sur le plan international, nous avons une vision, nous avons une méthode et une intention de continuer notre appui à tous les États qui sont épris de paix et de stabilité. Nous coopérons avec tous les pays du monde, à l'exception d'un seul État, l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas coopérer avec l'Iran. Et si nous regardons la situation en Iran, nous voyons qu'il y a un grand nombre de pays qui ont rompu leurs relations avec l'Iran, dont le Soudan. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite a œuvré pour ramener l'Iran dans le giron de la communauté internationale. Le Royaume d'Arabie saoudite a réhabilité en quelque sorte le gouvernement soudanais pour qu'il puisse avoir des contacts réguliers selon le droit international avec les pays du monde et le Soudan a été sorti, rayé de la liste des États qui coopèrent avec le terrorisme et les terroristes. Et donc, nous voudrions continuer à œuvrer avec nos frères soudanais pour qu'ils soient rayés complètement de cette liste et de façon définitive de cette liste et pour leur essor économique. Qu'est-ce que nous avons donné ou apporté comme aide? 32,652,087 milliards de dollars. Et cela pour aider les Nations Unies et d'autres organisations. Nous avons 999 projets et nous avons des contributions directes qui sont versées au budget des États. Et j'insiste, des budgets des États et non pas les budgets des milices et des groupements terroristes. Donc nous traitons avec les États dans la communauté internationale. Les pays qui bénéficient le plus de notre aide, vous les voyez sur ce plan ou ces deux colonnes. Eh bien, excusez-moi, je vais essayer d'être très bref. Les informations et les chiffres, vous pouvez les trouver. Je ne vais pas m'y attarder. Que faisons-nous pour faire face aux défis pour la société saoudienne? Nous essayons d'insuffler de l'ambition chez notre peuple pour que notre peuple ne soit pas empêtré dans ces problèmes du moment et pour qu'il regarde l'avenir. Deuxièmement,
comment redresser notre économie. Si notre économie est saine et forte, nous pouvons aider nos voisins, nous pouvons aider nos amis. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite est gardienne des 2 lieux saints. Et cette responsabilité nous oblige à réussir dans notre œuvre, dans la sécurisation de ces régions. Il faut sécuriser le pèlerinage, il faut sécuriser le déplacement et l'entrée de millions de fidèles vers les 2 lieux saints. Et donc, si nous réussissons dans cela, nous nous serons acquittés de notre mission. Par ailleurs, il nous faut aussi renforcer notre économie, les services de santé, d'éducation, de transport, et donc renforcer tous les ministères dans ces domaines. Nous connaissons notre responsabilité dans ce domaine et nous l'assumons. Troisièmement, nous voudrions que notre société interagisse avec la communauté internationale de manière positive et que notre société puisse avoir aussi sa contribution, sa valeur ajoutée dans la culture du monde, dans les échanges culturels dans le monde. Et c'est là l'un de nos objectifs à l'avenir. Donc notre vision 2030 est une vision sincère et nous espérons qu'elle sera une vision qui se généralisera à tout le monde musulman. Voilà, j'étais très brève, j'ai essayé de me concentrer sur certains axes importants et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Voilà pour cette table ronde qui s'est tenue ce samedi au Sénat et qui portait sur la question de la situation du terrorisme en France et sur le financement du terrorisme. Hasard du calendrier, ce colloque se tenait au lendemain de l'attentat de Trèbes dans l'Aude qui a causé la mort de 4 personnes, parmi lesquelles le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Vous pouvez toujours voir et revoir